Donc, en fait, une partie, c'est pas l'intégralité, mais une partie de la rééducation à la respiration fonctionnelle, c'est d'apprendre à respirer moins pour respirer mieux au final. Eh bien, bonjour à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons, avec mon invité, vous parler de la respiration et du pouvoir du souffle. Alors, on va vous parler de la respiration et du souffle sur le plan physique et sur le plan psychique et spirituel. Et regarder en quoi, parce que ça c'est un aspect qu'on a un peu moins l'habitude d'aborder sur le plan de la respiration, en quoi la respiration, le souffle nous permet d'entrer en connexion avec notre soi supérieur. Je reçois donc aujourd'hui Gary. Bonjour Gary. Salut Marie. Donc toi tu es de formation naturopathe et tu fais même de la formation dans une école de naturopathie. C'est Tu es ça. coach sportif, instructeur Wim Hof, tu as une chaîne YouTube, tu es un challenger. Ça fait quelque temps que je te suis et puis j'ai pu voir quelques petites vidéos où tu te lançais des challenges pas possibles du type marcher sur le feu et tutti quanti. Et puis tu es aussi auteur de plusieurs livres. Alors oui, vu comme ça, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais le point commun de tout ça, c'est une réelle passion pour tout ce qui nous anime, toutes ces ressources qu'on a à l'intérieur de soi qui nous permettent de nous améliorer sur bien des plans différents. Je pense que ça, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, il y a beaucoup de plaisir aussi là-dedans. Et c'est voilà, j'ai la chance de pouvoir mélanger des choses qui me passionnent, des choses qui me font plaisir et du travail de la sphère professionnelle. Donc, ouais, c'est une globalité, ça fait beaucoup de choses, mais tout ça dans un même but, avec ouais, même destination, quoi. Alors, première question, pourquoi la respiration? Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé plus particulièrement à la respiration? Alors, la respiration, elle a commencé à venir à moi quand moi, j'ai fait mes études de naturopathe. On avait déjà un module sur la respiration et c'est vrai que je trouvais ça intéressant, mais sans plus. Pour être à 100% honnête avec toi, je suis OK, bah, c'est intéressant. Il y a quelques exercices de respiration. Donc, on parlait cohérence cardiaque, on parlait respiration alternée, respiration de l'endormissement, enfin, des méthodes, des outils pratiques de respiration, des exercices plutôt. Et je trouvais, bah, c'est cool, c'est peut-être un outil à rajouter en plus, mais je m'étais un peu arrêté là dans la démarche. En fait, quelques temps après, on m'a proposé un poste de formateur. Dans ce poste de formateur, il y avait deux modules. Donc, le module activité physique. Donc, la science du mouvement, c'est quelque chose qui me passionnait déjà à fond à ce moment-là. Mais venait aussi avec le module technique respiratoire. Et je me suis dit, bon, bah, OK, pas de souci pour transmettre ça. Mais par contre, quand je parle de quelque chose, j'aime bien savoir de quoi je parle. Et donc, c'est là où je me suis mis à faire des recherches un peu plus poussées sur le monde de la respiration. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un truc qui était quasiment sans fin, comme finesse, comme subtilité, comme chose qu'on pouvait aller chercher grâce à la respiration. Et en fait, c'est là qu'il y a une vraie passion qui est née parce que, en fait, depuis longtemps, moi, ce que je cherche justement, bah, c'est tous ces moyens, toutes ces ressources qu'on a à l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour aller les mobiliser? Et en fait, la respiration, elle s'est posée comme l'axe principal sur ce travail-là. Et donc, moi, je me suis passionné vraiment à titre perso pour ça. Donc, j'ai pu développer considérablement le contenu qu'on donnait dans ce module technique respiratoire pour que ce soit plus juste. Voilà, il existe ça comme exercice, mais plutôt dire, eh ben, vous voyez, en fait, tous les impacts qu'on peut avoir sur la respiration, donc dans différents plans, dans différents domaines, que c'est pas juste respirer, c'est pas juste capter de l'oxygène et que, en fait, il y a énormément de choses à aller chercher à travers le souffle. Donc pour moi, ça tombait pile dans ce que je cherchais en fait au final. Une ressource qu'on a déjà tous là. On sait tous respirer, on le fait tous 24 heures sur 24. En modulant des petites choses, on peut aller chercher des changements vraiment importants. Et bon, je pense voilà, j'ai pas trop envie d'avancer trop vite. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais si ta question c'était pourquoi c'est venu, et ben justement c'est venu pile au bon moment où moi j'étais en quête de ces moyens d'aller chercher des ressources internes. Et en plus de ça, ça me passionne d'autant plus parce que c'est un outil qui est très simple. C'est un outil qui est simple dans sa compréhension et dans sa mise en application.
mais malgré tout avec des résultats hyper importants. Donc, voilà, tout bénef, quoi, au final. Bon, c'est vrai que du coup, j'avais vu passer sur ta chaîne YouTube une vidéo sur la méthode Wim Hof et comment cette pratique avait bouleversé ta vie. On y reviendra après. Mais moi, ce que j'ai compris à travers ton approche, parce que en fait, là, tout dernièrement, tu lances une nouvelle formation autour Oui, des pouvoirs du souffle. On en reparlera à la fin. Et en fait, je ne savais pas, j'apprends vraiment combien la respiration, en lien avec le diaphragme, influe sur le fonctionnement global du corps, c'est-à-dire que respirer, c'est pas que pour apporter de l'oxygène, en fait, ça a plein de d'autres vertus. Et moi, bien entendu, j'avais déjà une pratique autour de la respiration parce que c'est connu, et en l'occurrence beaucoup à travers la cohérence cardiaque, pour, comment dire, réguler le système nerveux autonome et se détendre, se déstresser, enfin, etc. Mais ce que j'ai compris quand même de ton approche, c'est que au-delà d'une technique, puisque tu parles quand même d'apporter les bases d'une respiration fonctionnelle, c'est-à-dire que tu abordes la respiration sur le plan je dirais, d'un mode de vie, enfin en tous les cas d'une posture, enfin comment vraiment, plutôt que d'utiliser l'outil de temps en temps quand j'en ai besoin, c'est de l'intégrer dans sa vie en fait. c'est exactement ça. Alors, tous les exercices, toutes les techniques respiratoires, elles ont bien souvent un objectif particulier. Tu l'as bien identifié avec la cohérence cardiaque, bah, c'est d'équilibrer le système nerveux, d'avoir un impact aussi positif sur la fréquence cardiaque, de mettre ça en résonance. Il y a d'autres exercices qui ont d'autres objectifs, et ça, c'est excellent. Voilà, c'est très bien quand on cherche à avoir des résultats, comment dire, des effets quasi immédiats. Mais par contre, pour moi, ce qui est hyper important, c'est de travailler aussi justement sa respiration fonctionnelle. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est travailler la manière dont on respire, même quand on ne pense pas à respirer. Il y a une image que je donne assez souvent, mais qui parle très bien. Même si je suis plein de bonnes intentions et que je pratique ma cohérence cardiaque tous les jours, je vais faire mes 3 fois 5 minutes si j'ai choisi de faire ce format-là. Mais sur ma journée, je vais avoir 15 minutes effectives où je suis connecté à mon souffle et je travaille ma cohérence cardiaque. Et ça, c'est excellent. Je renie absolument pas ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 23h45 qui restent, on ne s'occupe pas de la manière qu'on a de respirer. Et en fait, si on veut vraiment avoir des changements durables, effectifs dans l'hygiène de vie, mais que ce soit que ce soit au niveau nerveux, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau du sommeil, enfin, pour tout un tas de choses, on a tout intérêt à s'occuper de la manière dont on respire sans y penser, cette respiration inconsciente. Donc, c'est celle-ci que j'appelle la respiration fonctionnelle. Et ce qu'on peut observer, c'est que quand on observe un nourrisson, il a une respiration qui est à 100% fonctionnelle parce qu'il n'a pas été déréglé, tout fonctionne très bien. On a une respiration qui est le plus souvent nasale, diaphragmatique, avec une fréquence respiratoire qui correspond à ses besoins. Après, on commence à grandir et on se rend compte qu'à partir de l'âge de l'entrée à l'école, la respiration commence à se dérégler. Donc, il peut y avoir des facteurs stress. Ça peut être aussi l'âge où on commence aussi à mettre des vêtements serrés qui nous contraignent un petit peu dans nos mouvements respiratoires. Et puis après, plus on avance, plus on arrive à l'âge adulte et on a tous ces facteurs environnementaux, ces facteurs stress qui viennent de plus en plus dérégler notre respiration. Et on va adopter un schéma respiratoire inconscient qui va plus répondre à nos besoins, que ce soit sur l'apport en oxygène, que ce soit sur l'équilibre du système nerveux ou même sur un plan un peu plus subtil. On va arriver à un moment donné où on est tous quasiment plus ou moins déconnectés de son souffle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties qui nous disent qu'il y a à peu près 90% de la population, donc 9 personnes sur 10, qui présentent une forme ou une autre de respiration dysfonctionnelle. Donc, c'est pas pour alarmer et dire faire attention, c'est dangereux, mais c'est juste pour faire prendre conscience justement que globalement, je m'avance pas trop si je dis qu'on respire tous mal et qu'on a tous intérêt à s'occuper de cette respiration fonctionnelle. D'accord, je suis d'accord avec toi parce que tout à l'heure tu disais tout le monde respire, oui, mais tout le monde respire mal. Et ça, c'est vraiment C'est ça, quelque chose de sociétal, quoi. Hein. C'est le rythme de vie dans lequel, ce rythme d'urgence qui nous fait finalement respirer à moitié et qui a des conséquences drastiques sur la santé, en fait. c'est ça, ouais. Et des fois, il y a des liens qu'on soupçonne même pas. Je vais peut-être avoir des troubles digestifs parce que je respire mal et on fait pas forcément le lien. Je vais peut-être être frileux des mains, des pieds parce que je respire mal et ça, je fais pas forcément le lien.
je dors mal parce que je respire mal. Ça, on peut peut-être voir un petit peu plus facilement le lien, mais on se pose pas tout de suite la question de la respiration. Tu parles de la constipation. Alors moi, j'ai Ouais. été scotchée, quoi, le lien entre la respiration et la constipation. En fait, tu vois, en vrai, on fait pas le lien du tout. On se dit, mais c'est quoi le rapport? Parce que, excuse-moi, on me respire pas par les fesses, donc voilà. Comment, c'est quoi le lien là-dedans? Mais pourtant, c'est méga simple. Ton diaphragme, pour l'imager très simplement, c'est comme une coupole, un saladier à l'envers, qui va faire la séparation entre le thorax et l'abdomen. Lui, il est censé bouger constamment. Il est censé bouger constamment. Et quand tu inspires, il descend. Donc, il est censé venir appuyer sur le système digestif, sur le foie, enfin, sur tous les viscères. Le problème, c'est que quand on a une respiration qui se décale, qui devient de plus en plus thoracique, eh ben, le diaphragme, lui, il est sous-utilisé, il perd de son amplitude de mouvement et il y a plus ce mouvement naturel qui se fait. Donc, le diaphragme, lui, il a sa fonction principale, c'est de tirer sur les poumons pour faire rentrer de l'air, ça c'est sûr. Mais il y a aussi plein de fonctions secondaires, dans le sens où le mouvement qui génère constamment, eh ben, ça va générer aussi une aide pour le système digestif, mettre de l'impulsion mécanique dans le transit. Et si on se prive de ça, eh ben, on joue en faveur de troubles digestifs, de ballonnement, de constipation. Donc, c'est pas uniquement parce qu'on respire mal qu'on a des troubles digestifs. C'est pas, voilà, le lien de cause à effet, il n'est pas à 100%. Par contre, ce qui est important, c'est de se poser la question de sa manière de respirer, même dans ce cas-là, quoi. Et donc, tu parles aussi de comment ça peut avoir un impact sur le nettoyage du foie. J'ai trouvé ça assez incroyable Ben, aussi. parce que le foie, lui, son job, c'est de filtrer du sang constamment. Donc pour ça, ben, il est irrigué. Pour qu'il soit irrigué, il faut que le diaphragme fonctionne correctement déjà. Et puis, si on regarde au niveau de la forme anatomique, le foie, lui, il épouse parfaitement le dessous du diaphragme ici. Donc, je sais pas trop si on voit sur l'image, mais en gros, mon diaphragme, lui, va suivre le long de mes côtes ici, là. D'accord? Et il va faire cette espèce de saladier à l'envers. Et le foie, lui, il va venir se loger juste dessous, là. Donc, évidemment, je vais avoir un impact, encore une fois, mécanique. C'est comme si, c'est très imagé, hein, mais c'est si, comme mon diaphragme fonctionne correctement, c'est comme si constamment, eh ben, j'avais quelque chose qui venait appuyer plusieurs fois par minute sur mon foie, justement pour l'aider à circuler, à drainer, à faire tout son travail détoxifiant, quoi. Et donc, ben, alors ça, c'est quelque chose qui est connu à travers notamment la cohérence cardiaque, hein, c'est comment une respiration, comment dire, lente et profonde va être Mhm. bénéfique pour le cœur. Bien sûr. Alors, la respiration et le cœur, c'est deux systèmes qui fonctionnent vraiment en synchronicité. Quand il y en a un qui s'accélère, l'autre aussi. Donc, si je dérègle ma manière de respirer, je vais déréguler aussi ma fonction cardiaque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en jouant sur la respiration, on peut jouer aussi sur le rythme cardiaque. C'est pour ça qu'on arrive à se calmer en respirant d'une certaine manière. On peut mettre du dynamisme en respirant d'une autre manière. Et c'est pour ça que justement, il y a tous ces bienfaits qui ont été montrés sur la cohérence cardiaque, parce que justement, en adoptant un schéma respiratoire bien précis, eh ben, j'ai un impact positif sur ma cohérence cardiaque. Ça veut dire que je vais donner à mon cœur une façon de battre qui va être plus régulière. Ça ne veut pas dire que c'est passer du chaos à la cohérence cardiaque. Ça ne veut pas dire qu'on a un rythme cardiaque qui est toujours le même. Ça veut dire que on aura des petites fluctuations, mais qui seront bien plus cohérentes et bien plus ordonnées que quand on respire de manière un peu plus désordonnée, quoi. Et oui, et ça c'est vrai aussi bien sur le plan physique, physiologique, hein, mais aussi sur le plan psychique et spirituel. C'est-à-dire que dès lors qu'on installe un souffle, une respiration lente et profonde dans son quotidien, eh bien, ça va favoriser la connexion, enfin la résonance avec le cœur, mais le cœur au niveau symbolique, hein, et la fréquence du cœur qui va favoriser la connexion avec le soi supérieur et donc avec l'intuition. Bien Et sûr. alors, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, mais tout ça est très, très intéressant. Et ce que tu expliques aussi, c'est que finalement, on peut voir effectivement de plus en plus hein, des méthodes de respiration, des outils en lien avec la respiration, etc. Mais ce que tu dis, c'est que en fait, partir dans des exercices
de respiration, alors qu'à la base, il y a un dysfonctionnement de la respiration, peut finalement générer un inconfort qui fait qu'on risque rapidement d'abandonner ou de s'épuiser. Et que l'idée, c'est d'abord de mettre en place cette rééducation qui va être comme un nouveau terreau, un nouveau terrain de vie aussi, un nouveau mode de vie, qui va permettre du coup de tout chambouler finalement. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que la respiration est au cœur de tout. Bien sûr. Alors oui, c'est vraiment au cœur de tout. Et pour n'importe quel motif de consultation, pour n'importe quelle envie de changement, la question de la respiration va se poser à un moment donné. Que ce soit même pour la performance, que ce soit de la performance physique au côté beaucoup plus spirituel, jusqu'à la sexualité. Enfin, dans tous ces domaines-là, il y a toujours la respiration qui revient comme un point commun, comme un fil rouge, un peu à tout ça. Et pour revenir sur ce que tu disais juste avant, sur l'idée de se dire, bah, OK, aujourd'hui, il y a plein d'exercices de respiration qui existent, mais on peut vite se retrouver dans l'inconfort. C'est sûr que, alors, déjà, on peut, sauf cas exceptionnel, sauf technique de respiration bien particulière, dans la plupart des cas, on peut pas faire mal, on peut pas se faire du mal en respirant. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant cette discipline, parce que elle est assez inoffensive. Mais pour reprendre l'exemple de la cohérence cardiaque, c'est quelque chose que j'amène assez souvent, parce que c'est un exercice qui est connu de tous maintenant. Et c'est vrai que même si c'est un exercice qui est de construction assez simple, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, eh ben, pour beaucoup de personnes, ça va être compliqué de gérer le flux d'air correctement pour maintenir une inspire sur 5 et une expire sur 5. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à vouloir tricher. Des fois, on va commencer à inspirer. La petite sonnerie qu'on attend, elle n'est pas encore là. Donc, on va mettre un petit temps de rétention avant d'expirer. Et finalement, bah, c'est plus un exercice en 5-5, ça devient un exercice en 3-2-5, par exemple. Donc, comme je disais, c'est pas mauvais en soi. Mais si on veut tirer le meilleur profit de tous ces exercices-là, pour moi, c'est au moins autant important de faire un travail de respiration fonctionnelle en parallèle, quoi. Mmh. Alors, tu parles de l'effet bord. Alors, je savais que quand on respire mal, on respire souvent trop vite, mais je ne savais pas Mhm. comment ça s'appelait. Maintenant, je sais. Et donc, on croit que respirer vite, ça peut apporter plus d'oxygène, mais en fait, pas du tout. Bien au contraire. Alors oui, donc ça, c'est une notion qui est souvent difficile à appréhender parce que c'est totalement contre-intuitif. Pour résumer ça hyper simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que si je respire trop, si je ventile trop, pour être précis, je m'oxygène moins bien sur sur un plan cellulaire. Donc ça va à l'encontre de tout ce qu'on a entendu jusque-là, parce que même quand on a fait des cours de PS au collège, quand on fait un peu de sport, on dit bah, respire, respire, ventile, ventile, dans l'idée de prendre de l'oxygène pour nourrir et fournir un effort. À première vue, c'est du bon sens, mais ça marche pas comme ça. Euh, il y a un petit principe physiologique, voilà, qui s'appelle l'effet Bohr, mais qui est vraiment, vraiment important et qui nous dit que, en fait, c'est vraiment important de faire la distinction entre l'oxygénation au niveau sanguin et l'oxygénation au niveau cellulaire. Donc, au niveau sanguin, c'est sûr que je peux booster, même si je pourrais pas changer grand-chose, parce que si je suis en bonne santé, j'ai déjà une saturation qui est assez importante. Mais si je vais ventiler un peu plus, je peux aller charger légèrement plus mon sang en oxygène. Ça c'est sûr. Par contre, après, ben, tout l'enjeu, c'est si on veut produire de l'énergie avec cet oxygène, il faut qu'il soit délivré à la cellule. Et pour que l'oxygène passe correctement du niveau du sang jusqu'au niveau de la cellule, on a besoin d'un marqueur, c'est le taux de CO2 qui est dans le sang. Qu'est-ce qui se passe si je respire trop? Eh ben, je vais avoir un déficit en dioxyde de carbone dans mon sang. Donc, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer le fait que je vais avoir un sang qui va être blindé d'oxygène, je vais prendre ma saturation, on va me dire, bah, OK, tout va bien. Par contre, au niveau cellulaire, les échanges, ils ne se font pas correctement parce qu'il nous manque du CO2 dans le sang. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais si on respire trop, on s'oxygène moins bien. Le premier travail qu'on enclenche quand on veut améliorer son rapport au souffle, sur un plan des activités physiques, je ne parle pas forcément de performance et de sportifs de haut niveau, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Bien souvent, quand on se remet une activité physique, le premier facteur limitant, ça va être le souffle. Moi, j'ai des amis qui adorent la randonnée, mais qui n'osent pas trop en faire parce qu'ils ont peur d'être tout le temps essoufflés. Des personnes qui se découragent de faire de la course à pied parce que c'est pareil, ils sont constamment hors d'haleine parce on va mettre en lumière un schéma respiratoire où on ventile légèrement trop. Et malgré le fait qu'on soit en train de ventiler à fond, on a l'impression encore de manquer d'air. C'est bien signe que l'oxygénation au niveau cellulaire, elle ne se fait pas de manière optimale.
Voilà. Donc, en fait, une partie, c'est pas l'intégralité, mais une partie de la rééducation à la respiration fonctionnelle, c'est d'apprendre à respirer moins pour respirer mieux au final. Super. Donc, du coup, après, ça devient un véritable cercle vicieux parce que finalement, lorsque on respire mal, bah, ça Mhm. va générer beaucoup de stress. On est mal aussi Mhm. oxygéné, hein, et donc ça va générer beaucoup Ouais. de stress. Plus on est stressé, plus on va respirer mal et vite. Et puis après, Mhm. et voilà, on finit par faire. C'est exactement ça. J'en parle en plus d'ailleurs dans la formation, c'est ce fameux cercle vicieux. Au départ, on ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule hein, qui arrive en premier, mais en tout cas, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Mais si on stresse, quand on stresse, on modifie notre manière de respirer. Quand je modifie ma manière de respirer, ça ajoute un facteur stress qui fait empirer ma manière de respirer et ainsi de suite. Donc forcément, on arrive. Après, c'est vraiment le cercle vicieux, c'est bien le terme parce que ça se met en place très progressivement au fil des ans. On ne s'en rend pas compte tout de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on se dit, ah, mais en fait, je ne sais pas respirer. Et il y a plein de gens, quand je commence à parler de respiration, ils me disent, ah ouais, mais moi, je ne sais pas respirer. Alors, justement, je dis, bah si, tu sais le faire, mais peut-être pas de manière optimale. Et c'est vrai qu'on a tout intérêt, peu importe notre condition de santé, peu importe où on en est, c'est toujours intéressant, je pense, de se poser la question de notre manière de respirer et où on en est dans ce cercle-là. Et en tout cas, si on veut venir casser ce cercle vicieux, ben, ce sur quoi on va avoir un pouvoir d'action direct, c'est vraiment sa manière de respirer. Si tu le permets, je fais un petit parallèle très simple avec ce qu'on voit en méthode Wim Hof. On voit des façons de respirer qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est des choses qui sont des méthodes qui sont assez actives et qui vont générer justement, qui vont déclencher. Ça va être un moyen d'aller chercher un facteur stress pour apprendre à gérer ce stress-là. Donc, on se fait stresser avec la respiration pour apprendre à déstresser. Donc, pareil, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais ça marche de cette manière-là. Mais l'image que je voulais te donner, c'est que dans les ateliers, dans les événements que j'organise, eh ben, je propose à mes participants de passer dans un bain de glace. Donc, on a une eau qui est très, très froide. Et donc, quand on s'immerge dans l'eau froide, forcément, le corps perçoit une situation dangereuse. Il se dit, bah là, une température pareille, c'est dangereux pour moi. Donc, il va générer une réponse de survie, donc une réponse de stress pour essayer de s'adapter. Donc, globalement, on va hausser les épaules pour essayer de garder un peu de la chaleur ici. On va se mettre à respirer très fort pour préparer la biochimie du corps à se barrer. Et justement, dans la tête, on a très, très, très envie de se barrer de la situation. Et en fait, tout le jeu, le défi que je donne à mes participants, c'est pas d'être capable de rester dans l'eau comme ça 10 minutes, un quart d'heure et de continuer à subir. C'est de leur montrer qu'avec des outils très, très, très simples de respiration et de positionnement, comment dire, d'attitude physique, on peut aller casser ce cercle-là et reprendre le contrôle sur les messages qu'on envoie à son inconscient. Donc, le défi, le challenge, c'est de réussir à retrouver son calme tout en étant dans l'eau froide. Et en fait, ça marche très, très, très simplement. Il suffit juste d'être focus sur soi, sur sa respiration et d'allonger l'expire au maximum. Parce que c'est la branche qui est reliée au parasympathique. Donc, si on veut se calmer, si on veut faire passer le message que ça va, on est bien, on est en sécurité, euh, on allonge son expire au maximum. Et quand on arrive à allonger l'expire et respirer uniquement avec le nez, on est toujours dans l'eau froide, ok, mais on n'est plus en train de s'affoler. Donc ça veut dire quoi? C'est un truc hyper important et hyper précieux. Ça veut dire qu'on a été capable de reprendre le contrôle sur soi, sur des mécanismes qui sont la plupart du temps inconscients et qu'on a choisi de ne pas subir l'événement. Et, euh, et ça, c'est super, super intéressant, d'autant plus qu'on peut transposer ce qu'on voit dans le froid, parce que le froid, moi, j'utilise comme un prétexte, comme un outil. C'est pas juste pour faire les malins, c'est pas juste pour se prouver des choses au niveau de l'ego. C'est un outil. C'est un outil qui nous permet de stresser très fort et très vite et d'apprendre à gérer ça. Et une fois qu'on sait retrouver son calme dans une eau qui fait 1 ou 2 degrés, on peut le retrouver dans n'importe quelle autre situation avec la même façon de faire. Alors, puisque tu parles de la méthode Wim Hof, tu expliques que, en fait, cette méthode, elle a fait basculer ta vie. Qu'est-ce que ça t'a permis? Ouais.
Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon il nous faudrait, il nous faudrait quelques heures. Mais si je dois résumer ça simplement, en fait, avant que je découvre la méthode et puis que moi je sois dans cette démarche justement d'aller chercher ces ressources internes, j'étais quelqu'un qui était vraiment catalogué comme colérique et impulsif. Et c'était pas faux. C'était pas faux en même temps. Je pouvais être très vite dans la réaction, dans le conflit, dans la confrontation. Et je me mettais assez souvent en colère et j'avais vraiment des difficultés à gérer cette émotion-là. Et pendant longtemps, la stratégie que j'ai adoptée, on le sait, moi, tout le monde le sait, mais je le faisais quand même. La stratégie que j'ai adoptée, c'était de retourner ça à l'intérieur, d'essayer de camoufler un peu, d'étouffer la cocotte minute. Alors forcément, ça me bouffait de l'intérieur et du coup, bah, sur un plan personnel, j'étais pas bien du tout. J'avais vraiment du mal à contenir tout ça et de temps en temps, bah, ça me faisait exploser parce que j'arrivais plus à contenir. Donc c'était pas agréable pour moi, c'était encore moins agréable pour mon entourage. Et puis voilà, d'avoir cette étiquette d'un gars impulsif, colérique qui sait pas se tenir. Et en fait, je suis pas allé dans la méthode Wim Hof pour chercher des réponses par rapport à ça, parce que jusque-là, je pensais que c'était moi, que c'était mon caractère, et puis qu'il fallait faire avec, quoi. Je suis allé justement dans la méthode Wim Hof par goût du challenge, par goût du dépassement de soi, et pour me prouver que c'était moi le plus fort, quoi. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à pratiquer le froid avec le même état d'esprit que j'avais dans d'autres contextes, c'est-à-dire que j'étais dans la confrontation. J'étais en mode, voilà, stéréotype du bonhomme qui veut lutter contre. Et en fait, j'appréciais pas déjà le moment. Et puis, je me faisais très vite rattraper par le froid parce que on a beau se battre, le froid sera toujours plus fort que nous. Et en fait, si tu veux, il y a eu un déclic. Il y a eu un moment qui a fait basculer énormément de choses. C'est quand, une fois, je suis allé faire un bain froid et je me suis dit, tiens, pour une fois, arrête de te battre et vois ce qui se passe. Voilà. Du coup, bah, moi, j'ai pas changé grand-chose, juste mon état d'esprit, juste la manière dont je percevais le truc et la manière dont je réagissais face au froid. J'ai décidé juste de laisser passer les sensations-là sans les combattre. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris tout un tas de choses. Le froid m'a vraiment apporté, m'a fait du bien. L'expérience sur l'instant T me faisait du bien. J'étais dans le froid, j'étais bien. Et ensuite, ça m'a apporté un calme, une sérénité qui était juste pour moi encore inconnue jusque-là. Et c'était un confort de vie qui était juste vraiment inestimable. Donc, j'ai déjà compris une première chose, c'est que j'avais des réponses à trouver dans le froid et que chaque nouvelle exposition au froid, c'était une nouvelle opportunité d'apprendre des choses sur moi. C'est ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui dans la manière que j'ai d'appréhender le froid. Et c'est vraiment en ça que ça a changé ma vie parce que aujourd'hui, je vais pas te dire que je suis le mec le plus zen de la Terre, hein, loin de là, ok. Mais par contre, ça m'a permis vraiment de me calmer, mais vraiment à fond sur dans n'importe quelle situation. En fait, aujourd'hui, je vais être capable de choisir la manière dont je réagis à cette situation-là. La colère, lorsqu'elle est retournée contre soi, lorsqu'on tente de la contrôler, en fait, ben, c'est là où elle se transforme en, comment dire, en violence contre soi ou contre les autres. Et dès lors qu'effectivement on la laisse circuler, elle va se canaliser dans une énergie créatrice, quoi. Et donc, elle devient puissance. Bah, c'est ça, en fait. Bah, j'ai mis du temps à le comprendre, mais je l'ai compris grâce au froid que justement, cette colère que j'avais en moi depuis toujours, je la voyais comme quelque chose de négatif et qu'en fait, c'est à moi de choisir ce que j'en fais. Aujourd'hui, l'image que j'ai envie de donner, c'est comme l'image du feu, en fait. Avec le feu, on peut faire brûler la baraque ou on peut préparer à manger et forger quelque chose. Donc, en fait, c'est une puissance, c'est une énergie qui est là. Et ça demande juste un petit peu quelque part peut-être d'intelligence émotionnelle, de prise de recul pour être capable justement de canaliser cette énergie-là. Et aujourd'hui, je dis pas que j'ai plus du tout de colère. Au contraire, des fois, je m'en sers à bon escient. À bon escient, quand j'ai besoin de faire respecter mes valeurs, quand j'ai besoin d'avancer, enfin voilà, c'est vraiment un vecteur d'énergie positive si on décide de la mettre au bon endroit, quoi. Exactement. Pour terminer cette émission, moi j'avais envie d'aborder ben, un aspect un peu plus subtil et profond de la respiration, parce que finalement, si respirer doucement et lentement dans sa vie, ça a un impact physiologique énorme, ça a aussi un impact sur la présence à soi et sur comment je suis mieux en capacité de me guider dans ma vie. Parce que finalement, prendre le temps de respirer,
dans son corps passe par prendre le temps de faire respirer sa vie. Parce que forcément, ça nous demande de nous arrêter, en fait. Mhm. Donc, du coup, ça demande quelque part de bouleverser notre mode de vie. Alors, j'aime bien reprendre les deux mots principaux de la respiration, qui sont inspirer et souffler. En fait, inspirer, Mhm. ça veut dire faire entrer de l'air dans les poumons, mais ça veut aussi dire être animé d'un souffle divin. Toi, tu parles d'être habité par l'esprit, mais c'est un peu Mhm. la même chose, hein. Et puis souffler, eh bien, ben, c'est se reposer, c'est se relâcher, c'est se connecter à soi, c'est prendre le temps de rêver, d'imaginer. Et ces temps de pause et de repos et de convivialité ou de récréation, eh ben, effectivement, ça permet, comment dire, non seulement au corps physiologique de se de s'auto-régénérer, au corps Mhm. émotionnel, eh ben, de s'auto-régénérer aussi, c'est-à-dire ça nous permet d'assimiler, d'intégrer, de digérer nos émotions, notre stress, voilà. Sauf que tout ça, on le fait plus en fait, hein. Et puis surtout, c'est que quand on prend d'être dans ce mouvement d'inspire et d'expire, de souffler dans le sens, dans tous les sens du terme, eh bien, ça nous permet aussi ben, d'être tout simplement plus à l'écoute de ce que notre âme nous insuffle. Et en fait, c'est quand on est dans un rythme de vie ben, plus lent, hein, parce que quand on fait respirer notre vie de façon lente et profonde, de la même façon qu'on fait respirer notre corps, euh, eh bien, on va être plus à l'écoute des messages de notre âme et donc plus être en capacité de faire les bons choix. Comme on le disait tout à l'heure, c'est les choix du cœur en fait, hein, et Mhm. plus dans la réaction, mais bien dans l'action juste et cohérente en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça aussi que ça me passionne vraiment, parce que il y a vraiment ce lien avec les différents plans. Sur le plan purement physique, respirer correctement, c'est s'oxygéner correctement. Sur un plan, on va dire, un peu plus mental, l'équilibre du système nerveux passe principalement par la manière de respirer. Et puis après, évidemment, toute cette dimension aussi de connexion à soi et à plus grand que soi, quelque part, où justement, bah, ce qui va faire le lien peut-être entre son univers intérieur et l'univers extérieur, et ben, c'est cet échange de souffle constant, permanent. Donc, ça, après, c'est à voir en fonction des croyances de chacun. Mais tu vois, il y a l'inspiration qui serait plutôt liée à l'énergie de la vie, l'expiration plutôt à l'énergie de la mort. Et en fait, on est constamment dans ce lien, cette balance. On vient au monde quoi, en puissance, enfin, on vient au monde, on prend une première inspiration et Ouais, on quitte ce monde en rendant son dernier souffle. ouais. Et entre deux, c'est qu'une alternance constante d'inspire-expire. Donc, il y a ce plan symbolique là. Et puis, sur un plan de la spiritualité euh, aussi, pour moi, se reconnecter à son souffle, c'est la première des choses à faire pour être en présence avec soi. Quand on est connecté à son souffle, quand consciemment on dirige sa respiration ou pas, ou quand on est juste dans l'observation, quoi qu'il arrive, on est connecté à soi. Et donc, c'est une forme de méditation, de pleine présence, parce que on ne peut pas être ailleurs mentalement. Donc, voilà, c'est pour ça que les séances de respiration, elles font autant de bien, parce il y a l'aspect bienfait sur le physique avec l'exercice qu'on a choisi, mais c'est aussi des temps qu'on s'est accordés pour être en présence, en pleine présence par rapport à soi, et qui nous permettent aussi bah, de nous équilibrer, de nous réaligner. Et je pense qu'on a besoin, bien souvent, on est constamment branché mentalement sur le monde extérieur, pas du tout à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Mm. Et quand on respire, on est à la fois en connexion avec l'extérieur parce qu'on échange ce souffle de vie, ce souffle créateur, et en même temps connecté sur son intériorité. Donc, et en plus, ça ne demande pas d'être maître zen pour maîtriser la discipline, quoi. Il suffit juste de fermer les yeux, se recentrer et choisir consciemment la manière qu'on a de respirer. Juste ça prend 20 secondes et ça nous remet directement en connexion à soi, quoi.
moi, l'expérience que j'ai pu faire, c'est que autant quand on part dans une respiration lente et profonde, ce que j'appelle aussi la respiration consciente, hein, maintenant, Mhm. ça va nous connecter non seulement au cœur, mais à tout notre corps, c'est-à-dire que nos sensations corporelles, qui sont aussi des capteurs de messages extérieurs et qui nous permettent de nous guider, hein. Bah, autant quand on est, comment dire, connecté au cœur, eh ben, je m'aperçois que ça régule la respiration, ça régule même la parole. Faites l'expérience. Observez-vous en train de parler avec votre mental et vous allez automatiquement parler très vite. Dès lors qu'on est connecté au cœur, la parole, elle diminue, mais alors les Mm. phrases sont plus lentes, les mots sont plus choisis, enfin, il n'y a plus rien à voir. Et donc, favoriser la parole du cœur passe par la respiration, par le souffle, parce que le souffle, et l'inspire, c'est se laisser inspirer par le souffle divin. Et quand on parle avec le cœur, finalement, on transmet cette parole d'amour, cette parole de sagesse, en fait, hein. Exactement. Il y a plein de choses qui modulent notre manière de respirer, mais l'inverse est vrai aussi, c'est qu'en changeant la manière de respirer, je change mon rapport à moi et aux autres aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est enfin, ce que j'ai fait concrètement, c'est d'ouvrir un petit peu ce que je pouvais déjà transmettre dans le cadre de l'école de naturopathie où je travaille, parce que je pense que c'est vraiment important que toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, dans une démarche de mieux-être avec du public, donc ça peut être très vaste, ça peut être pour des sages-femmes, des sophrologues, des profs de yoga, des coachs, tous les thérapeutes du bien-être, toutes les personnes qui sont en contact avec du public dans une démarche de mieux-être, à mon sens, ont besoin d'avoir des clés et des outils liés à la respiration, que ce soit des exercices pratiques ou des moyens d'identifier un trouble dans une respiration dysfonctionnelle, de savoir agir là-dessus ou d'avoir des outils concrets pour aider à la gestion du stress global grâce à la respiration. Donc, cette formation-là, elle s'adresse principalement donc, à ce public-là, des coachs, des thérapeutes, professionnels du bien-être. Après, pour les passionnés du souffle, ça marche très bien aussi si on a vraiment envie d'en apprendre plus, plus sur le sujet. La destination, l'objectif premier de cette formation, c'est que moi, ma mission à moi, c'est qu'il y ait de plus en plus de professionnels de l'accompagnement qui soient formés à la respiration. Et donc, dans cette formation, je donne les premiers outils, les premières bases pour déjà être en mesure d'accompagner quelqu'un dans sa maîtrise du souffle, de pouvoir individualiser des conseils en matière de gestion du souffle et d'aller vers un objectif particulier, quoi. Pour le peu que j'ai commencé à faire de cet atelier, eh ben, on apprend déjà plein de choses dès le premier module, des choses que je ne savais pas et qui sont fondamentales en fait, hein. C'est vrai que des fois on se demande à quoi ça sert l'école. Alors, c'est vrai qu'on apprend plein de choses à l'école, mais il y a des choses peut-être qu'on devrait ajouter. Et comme tu l'as dit, ouais, donc il y a le démarrage de cette formation, c'est plutôt sur les bases physiologiques. Donc, on pousse pas très loin, mais c'est l'idée de comprendre ce qui se passe corporellement quand on respire sur un plan physique, biochimique, et qu'on puisse ensuite parler le bon langage pour comprendre ce qui arrive après. Tu verras par la suite qu'il y a un module qui est dédié complètement à la gestion du stress, un autre qui sera dédié à la respiration fonctionnelle. Donc, module sur la respiration fonctionnelle, on apprend comment identifier un trouble et quelle piste de travail donner pour le corriger en fonction de la lecture de la personne. Un autre sur justement la posture d'accompagnant. Qu'est-ce que je fais de ces nouveaux outils-là? Elle n'est pas lancée depuis longtemps, mais elle a déjà été testée par des sages-femmes, des sophrologues, des coachs, et donc tous l'utilisent de manière différente dans leur discipline. Et pour finir, on voit aussi comment construire et animer un atelier de respiration. Que c'est pas juste, bah voilà, on ferme les yeux et on respire. C'est le truc classique, le truc classique que tout le monde a vécu. On se retrouve dans un cours de méditation ou un cours de yoga ou n'importe quoi, et les consignes qu'on nous donne, c'est respirer par le nez et gonfler le ventre. Et ça s'arrête un peu là. Donc moi, je trouvais ça un petit peu dommage. Et en fait, avec tout ce qu'on apprend jusque-là, on sait les effets qu'on va avoir avec telle ou telle manière de respirer. Et en fonction de ça, on choisit de construire un atelier de respiration avec la destination qu'on veut lui donner, quoi. Ouais, super. Et donc du coup, une formation théorique un peu, pratique beaucoup, puisqu'il s'agit de mettre en pratique, mais aussi C'est ça. de comprendre.
une personne qui pour moi c'est une personne ressource pour moi qui m'a dit un jour, qui m'a dit une petite phrase, mais qui a fait écho de jusque-là et qui le fera toute ma vie encore. Mais quand j'ai débuté mes études de naturopathie, j'étais un peu affolé par la quantité de connaissances à absorber. Et en fait, cette personne-là qui m'a dit, en fait, l'outil des outils à développer, c'est soi, d'abord. Aujourd'hui, ça fait partie de mes valeurs aussi. Et j'essaye d'incarner vraiment la parole que je transmets aussi. Donc, il y a cette importance-là, je pense, d'être en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, quoi. Ouais, je trouve ça très juste hein, quand tu dis le seul outil à développer, c'est soi, parce que en tous les cas, j'en suis là, moi, aujourd'hui dans ma vie, ne plus utiliser des outils ou des techniques extérieures, mais en revenir à soi et à son intuition. Et c'est vrai que dès lors que tu installes ce souffle divin dans ta vie, ben, tu es connecté au divin. Et quand tu es connecté au divin, tu es connecté à la connaissance infinie de l'univers et tu n'as plus besoin d'avoir accès à des choses extérieures. Tu te fies à ton intuition, à ta guidance intérieure. Exactement. En fait, hein. Exactement. Voilà. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire à cette formation, je vais mettre donc un lien dans le descriptif de la vidéo qui vous permettra donc d'accéder à une page qui vous en dira plus et vous aurez droit donc à un petit code qui vous offre une réduction de Tadadada, roulement de tambour. Grâce à Marie, une réduction de 50 € sur le prix de la formation. On va la jouer moderne. On va mettre en place des codes promo. Donc, avec le code promo Marie50, et ben, voilà, c'est à 50 € de réduction sur le montant de la formation. Ok, super. Merci. Alors, j'avais une question à te poser. Depuis le début de l'année, là, Ouais. tu proposais des webinaires Ouais. gratuits le jeudi soir. Alors, il y a des dates jusqu'au 22 juin, là, mais après, il y en a. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que. Alors, qu'est-ce que c'est? Puis, est-ce que tu vas continuer à faire ça? Les dates qui sont posées, elles sont jusqu'au 22. Après, il n'y a pas d'autres dates, mais elles ne sont pas encore posées, mais il y en aura. En fait, j'attends de les poser parce que je suis encore en attente de confirmer mon planning pour le mois de juillet et août, parce il va être pas mal modifié parce que déjà, moi, je vais prendre des vacances et puis parce que je vais être amené à bosser un peu à droite à gauche. Donc, les dates sont pas encore posées, mais elles arrivent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un webinaire par mois. Il y a un jeudi soir par mois où il y a un webinaire de respiration où c'est Gratuit? l'occasion, Gratuit? gratuit, bien sûr. Gratuit? Bien sûr. Moi, je propose des choses payantes, mais je propose aussi des choses gratuites. C'est important parce que c'est ma manière aussi que ça me fasse vibrer aussi personnellement et d'être dans le partage. Donc voilà, c'est important pour ça aussi. Et ces webinaires-là, en gros, on prend toujours un petit temps d'apprentissage ludique. Je vous donne quelques clés pour mieux maîtriser votre respiration. Et ensuite, après, on part pour une séance de respiration guidée avec des thématiques un petit peu différentes. La dernière fois, on était sur le lâcher prise. Après, au printemps, on était plutôt sur les côtés d'énergie, etc. Mais j'essaie toujours de mettre une dynamique particulière. Merci à toi, Gary. Et puis, Merci Marie pour ce temps de parole accordé. ouais, eh ben, avec plaisir vraiment parce que voilà, je trouve que ça fait partie des fondamentaux. Merci à toi, merci pour votre écoute. Merci Euh, et à bientôt. ouais, à bientôt. Au revoir. Salut, ciao.